Donc j'avais beaucoup de chance quand même d'avoir des parents qui m'ont dit oui, tu peux le faire, mais faut que tu sois la meilleure. Aujourd'hui, je reçois Nina Métayer, qui est chef pâtissière, entrepreneur. J'aime bien le côté assez populaire de la pâtisserie qui plaît à tout le monde. La pâtisserie, c'est toujours ce petit côté, ce petit luxe qu'on peut s'offrir. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus grandes figures mondiales de la pâtisserie, sacrée meilleure chef pâtissière du monde par The World's 50th Best Restaurants et la première femme à avoir reçu le titre de meilleure pâtissière mondiale décerné par l'Union internationale des boulangers pâtissiers. Son travail a contribué à renouveler en profondeur l'image et les codes de la pâtisserie contemporaine. À ce moment-là, je sais même pas si j'aime la boulangerie. Moi, je suis juste partie du principe que je voulais ouvrir ma boulangerie française au Mexique, dans l'optique de faire la fête avec mes amis au Mexique. Dans cet épisode, Nina nous explique les coulisses de son métier de pâtissière de palace. Qu'est-ce qui se passe l'envers du décor? Elle nous parle de ses techniques d'apprentissage, nous explique comment elle pousse sa créativité pour innover, comment elle transmet à ses équipes son exigence, comment elle a réussi aussi à créer des codes d'une bonne pâtisserie et ses meilleures pratiques pour bien travailler en famille. Nous, ça fonctionne super bien. Je travaille avec mon père, ma mère, mes 2 sœurs, mon mari, le cousin de mon mari et puis tous mes meilleurs amis. Et ils ont tous rejoint l'aventure. Ma chère Nina, je suis assez surexcitée à l'idée de faire ce podcast avec toi. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation parce que figure-toi que dans une vie antérieure, j'ai travaillé en boulangerie-pâtisserie. Mon premier stage, mon premier boulot, j'ai fait un stage bras droit, c'était chez Hugo et Victor. Je sais pas si tu connais cette marque. Mais oui, tout à fait. Et en plus, j'ai vu, pour être honnête, un peu des similitudes parce que j'ai vu que vous travaillez beaucoup aussi les produits de saison, un peu à la commande, etc. Donc, je suis trop contente qu'on se parle parce que j'ai envie de tout comprendre sur ton parcours, sur qui tu es et puis sur ton beau succès aussi, bien sûr. Donc, merci d'être avec moi. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment très contente d'être là et c'est un podcast que j'écoute beaucoup et merci pour tout ce que tu partages. Avec grand plaisir. Alors, j'ai quand même envie de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a eu un moment dont tu te rappelles où tu t'es dit « j'ai envie de consacrer ma vie, ma mission de vie finalement, à la boulangerie et à la pâtisserie ». Est-ce qu'il y a eu un moment un peu de déclic pour toi ou est-ce que ça s'est fait peut-être graduellement, je ne sais pas. Alors, je pense que déjà... à la boulangerie, ce déclic-là, j'ai dû l'avoir. En fait, aux alentours de mes premières semaines de boulangerie, quand j'ai commencé à travailler chez Pailla, avec Denis Baron et Bill le boulanger. Alors, Bill le boulanger, c'est un vieux boulanger de l'ancienne époque. De La Rochelle, du coup. De La Rochelle, qui travaillait chez Pailla. C'était vraiment le boulanger de l'époque qui faisait ses techniques, qui rafraîchissait son levain toujours de la même façon, exactement à la même heure, qui avait son rituel avec son petit cognac dans le café. Quand il a mis du parfum, c'est qu'il était de bonne humeur. Et quand il n'avait pas de parfum, c'est que la journée pouvait être un peu moins sympa. Des petits rituels comme ça. Et en fait, c'est la première fois, je pense, que dans ce labo-là et pourtant, dans ce fourni-là et pourtant très masculin, qui sent le parfum d'homme avec le café, avec le cognac dedans, et Denis Baron qui court partout en cuisant son pain, je pense que c'est le moment où je me suis sentie à ma place, étonnamment. Et qu'est-ce qui fait que tu as aimé autant? Qu'est-ce qui fait que tu t'es sentie à ta place? Qu'est-ce que tu aimais concrètement? On avait une attente de moi déjà qui était peut-être celle que je me sentais capable de donner. Je me sentais capable de faire comme eux. Ok. Ça sentait bon le pain. Moi, je suis une lève-tôt, j'aime me lever tôt. C'est un métier qui est physique et j'ai besoin de me dépenser. Et je trouve que je me trouvais à ma place. C'est compliqué à dire parce que pourtant, je savais que les attentes qu'on allait me demander au fur et à mesure, je me sentais en capacité de les affronter, d'y aller, de braver cet apprentissage-là qui allait pas être facile parce que je voyais bien que c'est dur, physique, que j'y arrivais pas du premier coup, que je me faisais gronder par Bill parce que j'avais oublié le sel. Mais en même temps, je me suis dit, il suffira de plus oublier le sel. Je vais y arriver. Alors que dans d'autres secteurs de ta vie, notamment à l'école peut-être, t'avais moins confiance en toi et tu te sentais moins à ta place? Tout à fait. Tout me semblait une montagne. Même une leçon ou une dictée, ça me semblait une montagne. Et en fait, la réussite n'était pas accessible. Et je savais que déjà, si j'y arrivais un petit peu, que j'avais un résultat moyen, ça allait déjà être vachement bien. Ça allait me demander beaucoup d'efforts.
Et de là avoir une vraie réussite, comme j'en avais pas eu beaucoup, je pense, du coup, ça me semblait pas accessible. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours ce sentiment de je ne suis pas à ma place. Et quand t'es arrivée donc dans le monde de la boulangerie, on va revenir dessus après sur comment t'es arrivée à ça. Tu as tout de suite été forte, t'as toujours eu du talent, enfin t'as été encouragée ou en fait non, ça a été un peu un travail et comme tu disais, finalement t'as dû tout apprendre donc. Alors oui, j'ai été encouragée par mes parents qui sont quand même, sachant qu'à l'époque, il y a après une bonne grosse vingtaine d'années maintenant, l'artisanat et notamment en plus de ça la boulangerie était un métier qui était quand même extrêmement déconsidéré. Masculin et effectivement pas valorisé comme étant un métier d'avenir, j'imagine. Non, c'était un métier tu vois, une voie de garage. Ouais. Bon, soit il y avait le côté un peu plus joli de la boulangerie où on reprenait la boulangerie familiale, etc. Où là, il y avait quand même une vraie histoire derrière. Mais si on décidait de faire de la boulangerie sans que ce soit une histoire familiale, c'était la voie de garage par excellence. Tiens, on sait pas quoi faire de toi, tu vas aller en boulangerie, tu vas bien réussir à faire du pain. Et donc, quand on a parlé à tes parents, tu leur as dit, moi, j'ai envie de tenter cette aventure. Comment ils ont réagi? Ils ont vachement bien réagi. En fait, ils ont toujours énormément valorisé l'artisanat. Mon père était un artisan aussi. Il a été peintre, souffleur de verre, etc. Et donc, du coup, ça a toujours été des métiers qui, eux, ils étaient un peu extraterrestres à ce moment-là, mais ils étaient les seuls à me soutenir face au reste du monde. Donc, j'avais beaucoup de chance quand même d'avoir des parents qui m'ont dit, oui, tu peux le faire, mais faut que tu sois la meilleure. Par contre, je te laisserai pas le choix. Parce que c'est vrai que ça peut être des métiers où finalement, en plus, la différence entre un bon pain et un mauvais pain, ça n'a rien à voir. Et ça, j'en suis consciente à ce moment-là. Parce que mes parents veulent toujours manger que des bonnes choses, quitte à en manger pas beaucoup, très peu, si jamais on peut pas en avoir trop, mais en tout cas, toujours des bonnes choses et on peut pas faire l'impasse sur les bonnes choses. Donc, t'es élevée dans une culture d'exigence alimentaire, en tout cas. Oui. Il y a des moments où mes parents gagnaient mieux leur vie que d'autres. Peu importe, mais par contre, il faut que ce soit des bonnes pommes de terre, du bon lard. Il n'y a pas besoin de mettre de sauce, mais il faut que les produits soient bons à la base. Il n'y a pas besoin de trop les travailler, mais on est dans cette quête d'excellence, c'est-à-dire de l'excellence on remet en question ce qu'on va manger pour essayer de faire au mieux. On n'ouvre pas n'importe comment le frigo et on cuisine pas n'importe comment, même un morceau de parmesan. Va falloir le râper correctement, va falloir le manger avec un bon plat, va falloir l'honorer et respecter le travail qu'il y a derrière le morceau de parmesan. Oui, donc t'étais pas prédestinée à travailler dans la gastronomie, mais il y avait quand même, on va dire, un environnement familial très favorable. Oui. Petite interruption pour vous parler de mon sponsor Conto. Nouvelle année, nouvelle vie. Et si c'était enfin le moment de créer votre entreprise? Si l'idée vous traverse l'esprit depuis des mois, voire des années, le frein numéro 1 n'est pas la peur, c'est l'administratif. Et c'est précisément là qu'intervient mon partenaire Conto. Conto accompagne aujourd'hui plus de 600 000 entrepreneurs avec une promesse simple, vous faire gagner du temps et de la clarté. La création de votre entreprise est gratuite et vous êtes accompagné de A à Z. Statut, dépôt de capital, annonce légale, immatriculation, Conto s'occupe de tout à votre place. Et si vous avez la moindre question, bonne nouvelle, leurs équipes sont ultra réactives et disponibles 7 jours sur 7 pour y répondre. Vous ne me croyez pas? Allez écouter l'épisode que j'ai fait avec la directrice générale France, Philippine. Elle explique tout. Bref, vous n'avez plus d'excuses, d'autant que Conto vous offre rien qu'à vous, mes chers auditeurs, 3 mois d'abonnement à votre compte pro avec le code Pauline2026. Alors profitez-en et rendez-vous sur conto.com, QONTO.com. Et alors, comment est-ce que tu passes de la boulangerie à la pâtisserie? J'ai entendu parler d'un voyage un peu initiatique au Mexique. Tu peux me raconter? Alors, c'est peut-être autre chose, hein. Mais... Oui, non, c'est ça. Donc, à l'école, au collège, je suis pas particulièrement compétente en classe. Je me rends bien compte que ça me coûtait plus d'efforts que les autres d'arriver à avoir des bonnes notes et d'arriver à en tout cas être au niveau de ce qu'on attendrait de moi pour passer des examens. T'es pas intéressée en fait par l'école ou? Si, je suis quand même. Je suis pas. Non, je suis plutôt intéressée. Alors, en fonction des professeurs, oui. Enfin, voilà, comme tout le monde, quoi. Je pense que je suis pas mal tête en l'air. J'ai un peu de mal à tenir sur ma chaise simplement. Et t'es un peu hyperactive, un peu. Oui, voilà. J'aime bien quand il y a de l'action, quand ça bouge. Du coup, ça me demande beaucoup d'efforts. Ouais, ça te pèse. Oui, et
en ayant ce souhait d'être dans le mouvement, je rencontre une jeune fille qui était partie aux États-Unis et en fait, ça m'a inspirée. Je me suis dit, moi, je veux faire comme elle. Genre, je quitte tout et je découvre autre chose. C'était quoi, finalement, qui t'avait inspiré? C'était le fait qu'elle aille apprendre l'anglais ailleurs et qu'elle y arrive aussi facilement qu'elle me le dise. Et c'est juste ça, c'est une toute petite chose. Mais je me dis, voilà, moi, je veux faire comme ça. Je suis pas allée voir plus loin que ça au départ. Je voulais parler comme elle. Je voulais parler anglais comme elle. Et elle m'a... Les quelques mots, je suis sûre qu'elle s'en souviendra pas du tout. Mais je pense qu'on a échangé, je me rappelle exactement de l'endroit et où exactement dans mon lycée, à quel moment ça s'est passé en seconde. C'était au premier étage. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là où elle me dit, mais je pense qu'on a dû échanger 3-4 phrases en tout, et pour tout, on s'est jamais revus, voilà, mais elle parlait anglais, elle parlait bien, je lui ai demandé comment, elle m'a dit qu'elle était partie, et j'ai dit que je voulais faire ça. Et comment tu t'organises pour le faire? Alors c'est là où commence un truc un peu plus compliqué, parce qu'il y a l'idée, ouais, c'est ça. Et il y a la réalisation. Donc la réalisation, j'arrive chez moi et je dis à mes parents que je veux partir aux États-Unis. Sauf qu'évidemment, c'est un peu plus compliqué. Alors, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais économiquement autonome parce que je travaillais sur les marchés et je faisais du babysitting, etc. Donc, économiquement, c'était pas finalement. C'était pas le problème. Mais c'était comment faire pour trouver une structure qui puisse m'envoyer à 16 ans, parce qu'à l'époque, j'ai 15 ans quand je dis ça à mes parents. Et ma mère... ils me disent, oui, mais Nina, t'as pas 18 ans, t'as 15 ans, on en parlera plus tard. T'es à l'école, quoi. Oui. Moi, je dis non, on n'en parle pas plus tard. C'est pas après le bac. Vous avez pas compris. C'est l'année prochaine que Incroyable. je pars. Et alors, ça a créé quand même beaucoup, évidemment, pas mal de discussions, comment on va faire, etc. Et encore une fois, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'accompagnent à ce moment-là et qui essayent de trouver avec moi la solution pour me faire partir à l'étranger. Donc, on trouve les moyens, on se renseigne, et le Rotary fait partir des jeunes avant 18 ans à l'étranger, entre 16 et 18 ans. Parfait. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai pas encore 16 ans. Ah, zut. Et je suis tellement motivée, qu'ils viennent, donc il y a beaucoup de rendez-vous pour vérifier que c'est bien l'enfant qui a envie de partir et pas le parent qui va envoyer, etc., son enfant. Et en fait, ils voient cette motivation incroyable. Et puis, comme les États-Unis sont un peu bouchés à ce moment-là, parce que tous les jeunes veulent partir aux États-Unis, je me rends bien compte que le Mexique, que personne ne veut, où les parents veulent pas trop envoyer leurs enfants, c'est le Mexique, le pays un petit peu moins demandé à cette époque-là par les jeunes. Et je me dis, allez, go, ça me laissera plus de chances de saisir une place. Génial, j'adore cette histoire. Et donc tu le fais, et donc tu pars au Mexique, et c'est là, la légende veut que Nina aurait eu un espèce de déclic pour la pâtisserie spécifiquement au Mexique. Mais au Mexique, en plus, il n'y a pas du tout un art pâtissier prévalent. Pas du tout, justement. Parce que comme en tant que bonne Française, on me demande si je sais faire du pain, et je ne sais pas en faire. Et je me sens encore nulle. Parce qu'au Mexique, ils savent faire des tortillas. Bah oui, tout le monde sait faire son propre pain. Mais nous, les Français, non. Non. Et donc, du coup, je me retrouve à imaginer. En fait, je veux habiter là-bas absolument. Je me prends d'amour pour ce pays. Ça n'a pas été forcément évident au début, mais au bout d'un moment, ça devient ma deuxième famille. On vit des choses à 16 ans qui sont complètement... qui sont beaucoup plus intenses que ce qu'on pourrait vivre de nos jours, à mon âge en tout cas. Puis c'est l'aventure, attends, c'est la première fois que tu pars de chez toi, t'es toute seule, c'est quand même un peu dingue comme histoire. Ah bah oui, il y a pas de réseaux sociaux, en plus, on n'a pas t'es internet. Complètement déconnecté. Tu parles au téléphone une fois par semaine à tes parents, quelque chose comme ça. On n'a pas le droit d'appeler les 3 premiers mois avec le Rotary Club parce que du coup c'est trop... La préhistoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà très dur les 3 premiers mois ou le premier mois, je sais plus exactement. C'est déjà tellement dur que si les enfants et les parents s'appellent trop, ils risquent de rentrer et ça risque de mettre en péril l'année. Ah oui, c'est bien structuré comme programme, c'est cool. Oui, et donc du coup, interdiction d'appeler ses parents pendant au moins 1 mois. Mais c'est vachement bien, heureusement que c'était comme ça. Parce que ça m'a permis de braver la difficulté où je suis arrivée jusqu'au bout, où je me suis dit, mais quelle connerie t'as fait de faire ça? Tu parlais pas la langue, bien sûr. Non. Ah non, je parlais... non, c'était compliqué. Baragouiner un peu d'espagnol, quoi. Ah non, même pas. Ah non, mais moi, j'étais vraiment nulle en langue. C'est bien pour ça que je suis partie. Je me suis même perdue à l'aéroport de Houston sur l'allée. Ouais, ça a été très compliqué. Pas un mot d'anglais non plus.
Et donc, du coup, voilà, je me retrouve au Mexique et finalement, je me fais les meilleurs amis du monde. Ils m'accueillent comme si j'étais mexicaine, comme s'ils m'ouvrent les portes de chez eux. Les parents de mes amis me font des festins de roi. Enfin, c'est incroyable. Et en fait, mes parents viennent me voir au Mexique en mai. Et on commence à discuter un peu de boulangerie et je connais, ou en tout cas, on voit un couple de boulangers français s'installer au Mexique. On a vu, les seuls Français qu'on voit ou qu'on rencontre à ce moment-là, j'ai plus l'histoire exacte en tête, mais parce qu'après, il y a aussi, on la raconte, mais après, chacun raconte son petit bout. Donc, qu'est-ce qui est vrai exactement? Est-ce qu'on a rencontré ce couple-là ou est-ce que on a vu cette boulangerie? En tout cas, il y a une boulangerie française qui nous a inspirés. Non, on est passé devant. Ah, d'accord. Et en fait, on me demandait si je savais faire du pain. C'est quelque chose que je ne savais pas faire. Je me suis dit que ça pouvait être un métier qui me correspondait bien. Et donc, c'est là que tu te dis, mais en fait, pourquoi pas moi, quoi. Oui, et puis je me suis dit, je pourrais ouvrir une boulangerie ou à Playa del Carmen, pourquoi pas, ça est en train de se construire. Playa del Carmen était encore très peu construit. Et c'était que des petits bungalows. Oui, donc ça date parce que oui. c'est devenu... Toulouse, il n'y avait pas d'hôtel, il y avait que des bungalows. Incroyable. Et je me retrouve avec cette petite boulangerie. Alors maintenant, je l'ai en tête. Est-ce que c'est vraiment ça? Et donc, c'est cette petite boulangerie devant moi. Et là, je me dis, waouh, j'aimerais bien travailler là. Et donc, c'est des boulangers français. C'est les seuls boulangers que je croise quasiment de tout le voyage, de toute mon année au Mexique. Et je rentre en France dans l'idée de passer un CAP en boulangerie et de faire ça. Et c'est ce que tu fais? Alors, oui, donc je rentre en France. J'essaye de passer mon bac quand même. Je fais quelques stages parce qu'à ce moment-là, je sais même pas si j'aime la boulangerie. Moi, je suis juste partie du principe que je voulais ouvrir ma boulangerie française au Mexique dans l'optique de faire la fête avec mes amis au Mexique, d'habiter là-bas, quoi. Mon but au départ, c'était pas d'être boulangère. Oui. C'était d'habiter au Mexique. Et grâce à la boulangerie, je pourrais habiter au Mexique. Mais la boulangerie était le moyen, pas du tout la finalité. Donc, mes parents me disent, écoute, Nina, c'est très mignon ton histoire, mais va quand même vérifier que ça te plaît. Surtout qu'il faut quand même se lever à 4h du mat tous les jours. C'est ça. Ça m'a jamais... Même mes parents, ils savent, je suis une lève-tôt. Très tôt. Toujours. Oui. Ouais, non, ça n'a jamais... c'était le côté un peu plus peut-être physique, peut-être répétitif. Et puis, le côté où il fallait vraiment trouver des bonnes boulangeries. Et je fais des stages et je me rends compte qu'en fait, faut vraiment trouver des bonnes boulangeries. Parce que j'ai fait des stages dans des bonnes et dans des moins bonnes. Et je me rends bien compte à ce moment-là que va pas falloir désigner sur la qualité. Que mes parents ont raison. Donc, tu as quand même cette vision de l'exigence et tu te dis, en fait, ok, tant qu'à faire, tu l'as dit, il faut que je sois la meilleure. Et donc, il faut que je me forme auprès des meilleurs. Voilà. Alors, comment tu fais pour faire ça? Je postule dans des bonnes boulangeries de La Rochelle, sauf que j'en trouve pas. Parce que je corresponds pas aux critères du boulanger ordinaire. Qui sont il faut une bonne force physique, il faut être, je pense, avoir bien 30 ou 40 kilos de plus que moi. Pour porter des choses, c'est ça? Parce que c'est physique, en fait, la boulangerie. Qu'est-ce qui est physique? C'est physique parce que les sacs de farine font 50 kilos. À l'époque, maintenant ça a baissé, mais 50 kilos, parce que c'est des pétrins qu'on soulève, parce que c'est des, parce que les, Toi, tu as soulevé des sacs de 50 kilos? Ah bah oui. Parce alors que je pesais un petit peu moins de 50 kilos à l'époque. 50 kilos, j'allais dire. Peut-être moins même. Et donc, plus maintenant. Et donc, je trouvais des solutions. Alors peut-être que je les soulevais pas, je les tirais, je les appuyais contre un rebord et ensuite je soulevais le reste. Donc en fait, en réfléchissant un peu et puis en demandant de l'aide autour de soi, on arrive à mettre la farine dans le pétrin. Et puis pour décuver, ça me demandait un peu plus de temps. Du coup, il fallait que je sois plus rapide parce que je faisais plus de gestes. Évidemment, j'avais des bras un peu moins grands, donc je pouvais pas prendre 20 kilos d'un coup. Je prenais 10 kilos plus 10 kilos. Mais en tout cas, ça m'a pas empêché de faire de la boulangerie. C'est juste qu'il faut être un peu plus motivé, je pense, parce qu'évidemment, ça demande peut-être un effort supplémentaire. Et alors, c'est rigolo, avec le recul, le fait d'avoir été aussi différente, on va dire, des personnes qui font de la boulangerie habituellement, et notamment, littéralement, ton format, qui est un petit format, par rapport à ce qu'on voit habituellement en boulangerie. Est-ce qu'avec le recul, tu penses que ça t'a aidé, notamment parce que tu dis, j'ai été obligée de faire plus de gestes, et je me pose tout de suite la question, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'elle a été plus rapide, et que peut-être que du coup, tu vois, elle a une dextérité supérieure à la moyenne, parce que, en fait, cet inconvénient est devenu un avantage? Ça a été un énorme avantage. Et d'ailleurs, toutes mes différences dans ce métier-là ont été justement que avantages. Parce que ça m'a demandé de
ça m'a demandé déjà de croire en moi, Mm. ce que j'avais pas avant la boulangerie. Fallait que moi, je sois la première à croire en moi pour que les autres puissent croire en moi aussi. Parce que tu n'entrais pas dans la case. Voilà. Et d'être persuadée que j'y arrive et de leur montrer que je peux y arriver. Et donc, du coup, je ne voulais pas que ça se voie, que ça me demande plus d'efforts aussi. En fait, il y a tout ce cheminement-là où surtout, fallait être plus rapide, plus précise, plus efficace que les autres pour que finalement, mon inconvénient s'efface en face de ma qualité qui va être autre. Mais du coup, j'ai essayé de me trouver d'autres qualités. Et c'est vrai que la rapidité et l'efficacité, j'ai essayé d'appuyer sur mon point positif, un peu hyperactivité. Mais en fait, c'est Denis Baron aussi qui m'a inspirée sur ça. Et c'est vrai que je me rendais pas compte avant. Et quand je l'ai vu en face de moi, je me suis un peu vue moi. Parce que lui-même courait partout. Oui, il était tout petit, il courait partout. Et c'était le premier à bien vouloir m'embaucher à La Rochelle. Et il a le même gabarit que moi. Donc, et pourtant, c'est un homme et il y arrive très bien. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question à lui parce que c'est un homme. Mais pourtant, il a le même gabarit, mais moi, on me l'a posé. Bon, et la boucle est bouclée, on va en parler après, mais si je me trompe pas, donc tu as racheté justement, oui. Justement son ancienne boulangerie. Donc en fait, là où tu t'es formée. Oui, ça c'était le plus grand rêve que j'ai réalisé. C'est quand même incroyable vie. Cette histoire. Comment ça s'est... Enfin, c'est fou en fait. C'est comme de racheter, ton école en fait, le truc qui t'a fait aimer ton métier. En plus, ce qui est vraiment magnifique, et c'est dingue, parce qu'en fait, à chaque fois que je vais là-bas, j'ai ma petite larmichette d'émotion. Donc ça arrive quand même assez souvent. Bah oui, j'allais dire. Mais en fait, pas tout le temps. Quand j'y vais à 4h du matin faire la fournée, etc. Parce que souvent, quand j'y vais la journée, c'est pas la même chose. Mais quand je me retrouve, en fait, moi, à 2-3 heures du matin, et que je me rappelle mon moi sur mon vélo, dans le froid, à venir et à me dire, OK, tu vas arriver à faire des belles baguettes aujourd'hui, tu vas bien les grigner, elles vont bien sortir. Vas-y. Et quand je me revois là maintenant, j'arrive et il y a encore des employés qui étaient là à l'époque, qui sont là maintenant. Et en fait, j'arrive pas à réaliser du tout encore. Que maintenant, c'est toi la patronne. Voilà. Bon, le terme patronne est atroce, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est incroyable. Enfin, je réalise toujours pas. Et donc, en fait, ça a été même, je pense que j'ai même jamais osé espérer ça, ou même jamais osé rêver à ça. Et les choses se sont faites naturellement. Et parce que je pense que les choses sont pas faites par hasard non plus, mais naturellement parce que j'ai ce grand respect envers Denis Baron, j'ai cette reconnaissance envers lui, cet amour pour ce lieu et toute l'émotion que j'ai quand je suis dans ce lieu. Tu décides après ça de te former. Donc, je crois qu'il y a l'école Ferrand, c'est comme ça, Ferrandi, à Paris. Et puis ensuite, après, tu commences à travailler avec des chefs. Et donc là, plutôt orienté pâtisserie, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, parce que moi, à ce moment-là, je suis vraiment passionnée de boulangerie parce que je trouve mon accomplissement, je trouve ma fierté quotidienne dans ça. J'ai la fierté aux yeux des gens parce que c'est la première fois que j'arrive à expliquer quelque chose à des gens qui ne connaissent pas. En fait, tout le monde connaît le pain. Tout le monde peut dire j'aime bien, j'aime pas, enfin un avis sur le pain. Ça accompagne les repas de chaque jour. Mais par contre, personne ne sait réellement comment ça fonctionne. Et en fait, je trouve le côté magique de la fermentation était incroyable. Et ce sujet-là me passionne à ce moment-là. Et ça me rend intéressante en public aussi. C'est la première fois où je me sens bonne dans quelque chose, où j'explique des choses aux gens et où j'ai quelque chose à apporter en fait. Et donc, pour moi, ça y est, j'ai trouvé ma voie, c'est génial, je suis trop contente. Et là, je tombe amoureuse de Mathieu, j'arrive à Paris, je me dis, fantastique, c'est la grande ville, plein de boulangeries incroyables, le monde de la boulangerie s'ouvre à moi, je vais encore plus pouvoir exprimer tout mon amour pour la boulangerie à Paris. Mais non. Sauf que non. Et non. La vraie vie te rattrape. Bah oui, mais en plus, moi, je suis vachement surprise parce que je me dis, mais attends, Nina, t'as une super... j'ai une expérience de ouf. Moi, je travaille depuis que j'ai 14 ans. Ah oui, et puis en plus, j'imagine que tu avais des super recommandations de gens qui sont quand même reconnus dans le métier. Alors, Denis Baron, c'est une très bonne boulangerie rochelaise, mais ça reste à La Rochelle. Oui, bon. Donc, si je dis Denis Baron, personne ne connaît à Paris. Donc, c'est pas forcément la référence. À ce moment-là, j'ai pas beaucoup de références. D'accord. Mais... pour moi, j'ai fait de la boulangerie, je suis boulangère, j'ai voyagé un peu en Australie, maintenant je sais parler anglais, espagnol. Ça sert à rien en boulangerie, j'ai bien vite compris. Mais j'ai une grosse expérience professionnelle. Et en fait, non. Voilà, ça change rien, je suis pas embauchée. Et je me retrouve un peu perdue. Et je fais des petits boulots d'hôtessariat. T'as quel âge à peu près à l'époque? 20 ans, 21 ans. D'accord.
Mais bon, là, à ce moment-là, je suis folle amoureuse de Mathieu, je vis Donc, en fait, mon rêve parisien, je me dis, c'est pas grave, je vais finir par trouver, etc. Et en fait, je prends un poste de tourière. Donc, Tu sais qu'il y a un poste de tourière. Tourière, c'est entre la boulangerie et la pâtisserie, c'est les croissants et la viennoiserie. Ah, c'est je connaissais le pas le terme. métier du tour, c'est le métier de la pâte feuilletée. Donc, c'est la personne qui plie. C'est très spécifique. Le beurre avec la pâte et qui fait les tours, comme ça s'appelle des tours, qui nous fait les croissants, les viennoiseries. D'accord, c'est les personnes qui font les viennoiseries. Oui, et la pâte feuilletée. C'est vrai qu'on se dit toujours que c'est le boulanger, mais en fait, le boulanger, il fait le pain et techniquement, il fait pas les viennoiseries. C'est pas le même métier. C'est il ça. peut, mais... Bah voilà, on est censé pouvoir le faire, mais il y a le vrai métier du tour qui existe. D'accord. Et donc, il s'appelle un tourier. Donc, je suis tourière. D'accord. Tu aimes ça? Ah, et j'adore. Et là, je suis dans un... Donc, je tourne, je fais. Et c'est un endroit où c'est pas extrêmement qualitatif, mais ça m'apporte énormément. J'apprends à faire des grosses quantités. Et encore une fois, là, j'ai ce sentiment d'accomplissement où j'envoie de la quantité, où je suis dans une brigade de bonhommes. J'arrive à trouver ma place dans la brigade de bonhommes. T'aimes bien être un peu différente, finalement, dans ces brigades de bonhommes? T'aimes bien sortir du lot un peu à ce moment-là? Non. J'aime pas du tout sortir du lot. Je me pose pas trop la question, mais je suis contente de me faire ma place. Je suis fière de moi quand j'y arrive. Ouais, mais je vois complètement le sentiment. Ouais. Je me dis, t'as accès à quelque chose où tu devrais pas avoir accès, c'est trop bien. Mais t'as réussi quand même, donc t'as une certaine fierté quand t'y arrives. Et donc tu disais, pardon, je t'ai complètement interrompu, tu deviens tourière, oui. Tu kiffes ta vie de tourière. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors? Ma mère je réfléchis, etc. Non, c'est ma mère qui me dit, ou c'est moi, ou... Non, c'est ça, non. Je cherche un travail, on veut me mettre à la pâtisserie. Non, c'est ma mère qui me dit, va postuler à Ferrandi. Mais au départ, ce qui se passe, c'est que on me demande, moi, quand je postule à des postes de boulanger, parce que le tour, c'est bien, mais moi, je suis boulangère. Je suis pas tourière. Et ben, on me dit, on va te mettre à la vente. Ou alors, en pâtisserie. Ça te correspondra mieux. Oui, c'est déjà mieux que la vente. Alors la vente c'est chouette, mais moi je suis pas quelqu'un qui suis très, on va dire que pour la vente, il faut avoir des qualités, savoir prendre sur soi à ce moment-là, sur plein de choses. Moi j'ai beaucoup d'admiration envers les vendeurs parce qu'ils ont un zen, une empathie et puis une maîtrise de soi dans les moments un peu compliqués et je vois bien que c'est pas forcément ce qui me correspond. Moi tu connais tes forces et tes faiblesses. Voilà. Donc tu te fais influencer et tu postules dans ce cadre dans l'école Ferrandi pour devenir pâtissière, c'est ça? Exactement. D'accord. Et ça devient une deuxième révélation pour toi? Absolument pas. Au début, je me dis pourquoi pas, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas de travail, je travaille autour mais ça va durer qu'un certain temps. Et donc je me dis il faut quand même que j'arrive à faire mon métier, donc je vais rentrer à travers le métier de pâtissière dans les boulangeries et une fois que il y aura besoin d'un boulanger, je leur montrerai que je sais faire du pain et à ce moment-là ils me font confiance et on ira parce que c'est vrai que souvent j'ai montré comme ça à chaque fois que j'ai eu des postes j'ai montré. Et puis après, on me fait confiance. Mais c'est vrai que ça me paraît logique aussi. Ok, il faut juste leur laisser le temps de comprendre que c'est pas mon gabarit, qu'il y a autre chose derrière et que je suis capable de faire du pain. Donc, sans rancune, je rentre en tant que pâtissière. Je vous montrerai que je sais faire du pain. Je deviendrai boulangère. Donc, tu arrives d'une certaine manière avec pas mal d'humilité. Tu montres tu fais tes preuves. Et une fois que tu as fait tes preuves, là, tu peux évoluer. Mais tu commences pas tout de suite par. Oui, c'est ça. C'est des métiers très. Ce qui est plutôt sain, ce soit dit en passant, parce que à peu près tout le monde devrait normalement se comporter comme ça, je pense. Oui, c'est ça, mais les métiers de l'artisanat, on est obligé. C'est ça qui est beau aussi dans l'artisanat, c'est qu'on peut pas brûler les étapes parce que c'est pas possible. On peut pas être à un poste qu'on maîtrise pas. Et on peut pas monter en poste si on maîtrise pas le premier étage, on peut pas monter d'un étage. Techniquement, ça marche pas, on se trompe. D'accord. Et ça se voit, c'est concret. Bah oui. Y a pas de subjectivité, quoi. Non. Et donc, je rentre à Ferrandi. Et en fait, Ferrandi est une très bonne école. Donc, déjà, je me dis, ouais, c'est intéressant. Mais à ce moment-là, je suis pas du tout passionnée quand même pour la pâtisserie. Vraiment, je fais mon apprentissage à côté où je fais des gâteaux un peu moyens. Et puis, je me dis vraiment, là, je me rends compte où je suis perdue. Je suis un peu perdue. Je me dis, est-ce que vraiment, Nina, tu vas arriver à retrouver la boulangerie de Denis Baron chez Paya quelque part d'autre? Et voilà. Et en fait, je me plais pas du tout en pâtisserie pendant 1 an. Et j'avais l'habitude de me prendre tellement de refus. De partout où j'essayais de postuler, je me prenais des refus, que je me dis, t'as pas grand chose à perdre de toute façon, envoie tes CV partout. Et puis on verra bien lequel prendra. Et puis, écoute, le Meurice. Donc, quand même, tu passes de globalement personne ne veut de toi à c'est le Meurice qui t'appelle.
Oui. Après, voilà, en fait, avec quand à l'école, je me suis toujours investie. Et je pense que c'est les petits détails qui font les grandes choses. Et on a vu aussi mon investissement en parlant avec des gens. Je pense que ça se ressent. Ça se ressent. Enfin, moi, je le vois dans mes apprentis qui viennent ou les gens qui viennent travailler chez moi. Un entretien, on sent que la personne, elle a envie, elle est motivée, elle a un petit. On sent qu'on a envie de l'avoir dans notre équipe. Je sais pas comment on peut dire, mais c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'avoir un entretien avec Camille Le Sec et heureusement que j'ai eu cet entretien-là de face à face avec Camille Le Sec qui était le chef du Meurice à l'époque, qui est un chef incroyable. Et c'est vrai que ça s'est passé assez vite et il m'a dit bah tu peux commencer quand. Et je me suis dit waouh, j'ai eu l'opportunité de voir le chef en direct et de pouvoir montrer ma motivation. Et c'est vrai qu'avec Denis Baron, il s'est passé la même chose. Et là, c'est peut-être aussi le point important, c'est que parfois il faut parler à certaines personnes. C'est vrai, ça j'ai pas capté. Juste de comprendre. Bah c'est le contact humain quoi qui a fait la différence. Ouais. Quelqu'un qui a peut-être voulu te tendre la main aussi, enfin juste qui a eu une affinité quoi avec toi, qui a bien fité, qui a su que ça fonctionnait. Et donc tu commences à travailler au Meurice juste après ça. Là, ça change complètement. Enfin, je veux dire, quand tu passes de la boulangerie de La Rochelle, où je suis sûre que tu as appris énormément, ça a dû être physique, tu étais dans cet environnement de mec, ensuite à la Tour, etc. Mais quand tu passes au Meurice, à quel point est-ce que c'est différent? À quel point est-ce que, tu vois, je veux bien que tu nous racontes, en fait, concrètement. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. Je passe du jour à la nuit, complètement différent. Déjà, faut s'habiller correctement. Donc, il y a une forme d'uniforme. Il y a un uniforme, il y a une toque, il y a un tablier bien propre, on est accueilli, on appelle chef, il y a une brigade, tout est bien organisé, etc. Alors que moi, j'ai l'habitude des boulangeries beaucoup plus familiales où on se check, on écoute de la musique bien fort, il y a pas ces règles-là de brigade. Et en fait, je pense que là, j'ai ce moment un peu de frayeur et en même temps d'admiration et en même temps de un peu effrayant, voilà, de me dire tu fais partie de cette brigade. Mais en fait, je me dis surtout, mais en fait, surtout, faut pas qu'ils découvrent que t'es pas du tout à la hauteur de cette brigade. Toi, ton entretien s'est très bien passé, mais moi, j'avais peur d'être à côté de la plaque, quoi. Je me suis dit, en fait, il s'est trompé. Oui, le syndrome je sais de même pas quoi l'imposteur appeler maximal. Chef. Moi, j'arrive, je dis tu. Et là, on me regarde. Non, mais Nina, tu peux pas dire tu. C'est bonjour chef. C'est vouvoiement. Enfin, j'avais jamais vouvoyé au travail. Et non, alors là, toutes les habitudes qui changent et ça a été extrêmement à la fois très très impressionnant, un peu vertigineux et en même temps je suis très naïve à ce moment-là parce que je me dis je risque de me faire virer à tout moment quand ils vont voir que je suis pas capable de faire une crème pâtissière correctement et donc profite de tout ce que tu peux apprendre maintenant et prends tout ce que tu peux prendre. Et j'avais ce sentiment de fierté quand même de faire partie de cette brigade, quoi. J'avais cette fierté-là, je me dis, ils font des desserts incroyables, je vois les plus beaux desserts de ma vie que j'avais jamais vus ailleurs. En plus, les desserts, il y a une quinzaine d'années, les pâtisseries, c'était pas la même chose. Et avant de voir des très très beaux desserts comme ça, il y avait que dans les palaces qu'on voyait ça. Et donc là, il y avait les meringues légères, il y avait les citrons qui sentaient bon, il y avait les chocolats de qualité. J'avais jamais vu une vanille comme ça, enfin, une mangue, j'avais jamais coupé une mangue de ma vie, aussi bonne, aussi juteuse. Enfin, je savais même pas comment prendre le produit pour le respecter. Je me sentais comme une enfant devant ma planche avec mon couteau, ma mangue et me dire comment je vais respecter ce produit parce que mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait respecter un produit, mais j'ai jamais coupé une mangue comme ça. Et donc cette panique-là de tout ce que mes parents m'ont appris, je me retrouve comme une idiote en train de me dire chaque geste que tu vas faire va pas être le bon. Comment t'as fait pour te former à ce moment-là? T'as été aidée par tes coéquipiers, enfin tes co-brigadiers? Oui, alors j'ai l'avantage, c'est vrai que Camille Le Sec était vraiment un chef exceptionnel et il était vraiment avec nous dans le labo. Il est juste plus au Meurice. Il est en Alsace avec Christophe Felder qui est super. Et c'est quelqu'un qui est vraiment au labo avec nous et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée. Et puis après, comme c'est une brigade, on a évidemment les chefs de partie, les demi-chefs de partie. Moi, à ce moment-là, je suis commis. Donc en fait, finalement, un poste de commis, on n'attend pas beaucoup du poste de commis. Et je m'étais faite, je pense, une énorme montagne de ce qu'on attendait de moi alors que finalement, j'étais simplement une commis et que comme tous les commis, je vais rater. Et oui, j'ai raté. Et oui, je recommençais. Et oui, je me faisais engueuler. Et oui, c'était légitime. Enfin,
Bon, il y a un peu cette image d'Épinal, tu sais, des brigades de cuisine. Et je dois dire en pâtisserie aussi beaucoup, où on se dit qu'il y a une pression énorme en fait, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur en fait. Enfin, c'est le luxe quoi, c'est l'excellence avant tout. Et donc c'est vrai qu'on visualise des équipes qui sont presque militaires. Et d'ailleurs, ça porte le nom brigade. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est dur. Est-ce que effectivement c'est le cas? Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être à la rigueur ce qui a été le plus dur en fait pour toi pendant toutes ces années où tu as dû apprendre sur le tas? Alors oui, c'est dur, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, parce que c'était cadré. Parce que c'est cadré, parce qu'on sait à qui s'adresser, parce qu'on sait ce qu'on doit faire, parce qu'on nous emmène dans cette direction-là, parce qu'on a des responsables au-dessus. Et moi, le côté militaire, je l'ai beaucoup apprécié. Je dis pas que et forcément c'est dur parce que forcément je ratais 10 fois avant d'arriver à faire quelque chose, mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage aussi. Et j'ai jamais, pour le coup, j'accepte assez bien l'erreur. Et après, bah évidemment, on a la fatigue parce que c'est quand même enfin, surtout à l'époque, on travaillait des heures et des heures. Enfin, c'est vraiment, il y a la fatigue avec le côté pression, avec le côté attente de nos supérieurs, attente du client. Enfin, nous plutôt du supérieur, parce que c'est vrai que quand on est commis, le client on le voit pas trop, mais on sait qu'on sert des personnes, des personnalités. Enfin, on a servi. Moi, je viens de La Rochelle, on se rend compte de personnes qu'on sert, enfin, il y a cette fierté derrière aussi. Je veux pas louper, t'imagines, il y a des personnes que tu t'es dit une fois, enfin, je sais pas, t'étais au courant. Sofia Coppola. Il y a Sofia Coppola, et tu sais que c'est toi qui as parti. Mais oui. Ouais, c'est pas mal. Donc, il y a un peu cette pression-là. Et en même temps, enfin, il y a tout qui se mélange. C'est un peu comme une grande colonie de vacances. On s'entend tous très bien, et un peu comme dans une grande colonie de vacances, comme des amis d'adolescence. Parfois on se chamaille, parfois ça va bien, on fait la fête. Et en fait, tout est multiplié, l'émotion est multipliée parce qu'il y a la fatigue, parce qu'il y a la pression, parce que on est un peu enfermé dans ces cuisines-là. Et on se recrée notre famille à nous, parce que ça nous apporte beaucoup de sécurité aussi, ça nous apporte un confort qu'on va chercher. Et je trouve que dans l'épreuve, c'est là où on construit aussi les plus belles relations. Et là, je comprends vraiment ce que c'est le mot équipe. Tu t'es fait des amis pour la vie à ce moment-là? Ah oui, tout à fait. J'ai des amis que j'ai encore de cette date-là et et en plus on sait ce qu'on a fait ensemble, on sait ce qu'on a vécu ensemble. C'était des moments. C'est un peu comme cette année au Meurice qui est complètement hors du temps et exceptionnelle. On est dans un univers qui est hors du temps et exceptionnel. Vous vous en rendez un peu compte quand vous êtes en train de le faire? Tu penses? Enfin, je dis vous pour toi et ces autres personnes, quoi. Moi, je m'en rends compte, et c'est pour ça que j'aime ça. Et même si c'est dur, j'aime ces moments durs parce que je trouve que c'est ces moments durs où parfois on a passé plusieurs jours en travaillant et en restant. En plus, on restait après le travail pour s'entraîner, pour être encore meilleur, parce qu'en plus on était solidaires avec nos équipes. Donc non, mais moi je vais pas te laisser seule. T'as raté ta mise en place, on va recommencer ensemble. Ou alors, non, toi tu finis plus tard, on va t'attendre. Tiens, je t'apporte un petit bout de dessert qui a pas des choses qui passaient pas pour le client. Il y en a un autre qui me dit tiens, regarde ça, ça a été revenu, ça tu peux, des petits restes de room service ou des trucs comme ça. Vous faisiez des challenges, quoi. Ouais, en fait, on s'est recréé cette communauté, et donc du coup, ça te donne la force de braver des moments incroyables. Ça te donne des souvenirs, ça te crée du lien. Enfin, ça a été parmi les meilleurs moments. Les plus durs sont souvent après les meilleurs en souvenir. Est-ce que tu peux nous décrire à peu près toute cette période, le Meurice, et puis après, si je me trompe pas, tu as travaillé avec Jean-François Piège, en termes de lifestyle. Donc à ce moment-là, tu es déjà avec ton copain qui maintenant est ton mari Mathieu. Ça ressemble à quoi ta vie à ce moment-là? Tu te lèves à quelle heure le matin? Tu finis à quelle heure le soir? J'imagine ça change un peu en fonction des jours, mais globalement. Je vis pour le travail. J'ai beaucoup de chance que Mathieu, lui, est entrepreneur à son compte dans l'audiovisuel, donc il travaille comme un fou aussi, donc heureusement, on est alignés. Mais et j'ai de la chance d'avoir des amis qui se conçoivent ça aussi et qui m'en veulent pas. Donc mes amis viennent sur une petite demi-heure quand on a une demi-heure de pause entre deux services, ils viennent boire un café avec moi. Je rentre, je me lève aux alentours je prends souvent j'arrive pour 6h, je prends le premier métro. Ensuite, on a souvent une petite pause le midi entre 15h et 16-17h. Midi après-midi, et après on reprend jusqu'à parfois minuit, 1h, voilà. Donc c'est des journées c'est pas 10 heures de travail par jour, là, c'est carrément Oui, alors sachant que moi je faisais aussi en plus beaucoup d'extras en plus pour gagner en compétences et financièrement.
Et donc, extra, ça veut dire que tu vas travailler dans d'autres restaurants en tant que Oui. pâtissière, c'est ça? C'est ça, en plus de mon travail. Donc, concrètement, t'as pas de vie, effectivement. Et pas trop de sommeil non plus, d'ailleurs. Ouais, mais je l'aime bien parce que moi, au travail, je vis. Parce qu'en fait, j'ai mes amis et mes extras que je fais dans d'autres restaurants. Mes équipes, mes amis, et les font aussi. C'est en tes fait, amis, en fait. on se suit, mes collègues sont mes amis, et puis on fait les extras au même endroit, les mêmes jours, et que pendant le service, on rigole, et en fait, on est dans ce côté extrêmement rassurant quand même dans cette partie professionnelle qui pourrait paraître presque insurmontable, en fait, qu'on surmonte ensemble. Je comprends complètement. Donc en fait, bon là, à ce moment-là, tu travailles combien de temps finalement dans tous ces palaces et dans tous ces grands restaurants? Je fais 2, 4, 6... ouais, je fais bien de mes 21 ans à mes 30 ans quasiment. Oui, donc en plus, tu tiens le coup quand même pendant 29 longtemps. ans. Et est-ce qu'à un moment donné, la flamme baisse un petit peu? Est-ce que, tu vois, au bout de 6 ans, tu te dis, bon, j'ai fait le tour? Non, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et qu'en fait, à chaque fois qu'un projet se terminait, il y en a un autre qui commençait. Et c'est toujours des nouvelles compétences que j'acquérais parce que du coup, j'avais fait les grosses brigades du Meurice, une brigade un peu plus petite, mais en hôtellerie, avec l'hôtel Raphaël. Ensuite, j'arrivais en restaurant, en pur restaurant, avec Jean-François Piège. Et ensuite, le Café Pouchkine en boutique. Donc, en fait, c'est en constant mouvement, plus tous mes extras les week-ends et les vacances où j'apprenais encore d'autres choses. Donc, je me rendais compte qu'en fait, c'était vraiment infini. Enfin, je peux pas tourner en rond. Et puis, en plus, bon, tu passes de commis à chef, chef. Enfin, ton rôle, il évolue aussi. Donc là, j'imagine que tu apprends d'autres compétences à chaque fois, qui sont aussi peut-être des compétences de création, déjà, et puis de management. Alors, je sais pas si on dit management dans le monde des chefs, mais oui. Leadership, management, voilà. Et d'ailleurs, je me passionne énormément pour ça. Enfin, moi, je me rends compte qu'à un moment, ce que je préfère, c'est presque ça. Plus que la partie créative, même, tu dirais? C'est les deux, mais effectivement, la partie créative est très dure, parce que la partie créative, c'est toujours quelque chose où il y a énormément... C'est vrai que ça peut paraître toujours très beau, la création, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que c'est beaucoup de ratés, c'est que des ratés, en fait, la création, avant d'arriver à créer quelque chose, on passe par énormément de ratés, sinon, enfin, plus on a raté, plus on a recommencé, plus la création est belle, mais c'est très contradictoire parce que du coup, voilà, il y a le résultat qui est magnifique, c'est le petit dessus de l'iceberg, mais il y a tout le gros travail où on peut passer des nuits, des échecs, de la fatigue, c'est des échecs. Pourquoi c'est des échecs? Je me permets d'interrompre et ça va me faire une belle transition, on va pouvoir déguster quelques-unes de tes pâtisseries, mais c'est des échecs parce que entre ta vision, ton idée et finalement l'exécution, en fait, juste ça fonctionne pas. C'est des échecs parce que il y a des problèmes d'exécution, vous n'arrivez pas à le faire. C'est quoi les échecs? Pourquoi est-ce que tu vis des échecs quand tu crées? Enfin, je dis tu, mais c'est une fois de plus tout le monde en réalité. Oui, déjà il y a l'idée de base. L'idée de base, elle est dans la tête, elle n'est pas concrète. Donc à partir du moment où c'est une création, ça veut dire qu'on ne connaît pas. Si j'ai une idée et que je la reproduis et que ça marche, j'ai rien créé. Ou alors j'ai eu énormément de chance et ça arrive une fois dans la vie. Mais j'ai une idée, je la mets en exécution, ça marche. C'est pas une création. C'est quelque chose que je connaissais déjà. C'est quelque chose que j'ai répété. Donc en fait, et je suis obligée de me mettre dans une partie d'inconnu pour créer. Et donc du coup, dans l'inconnu, je peux pas réussir du premier coup parce que je peux pas avoir pensé à tous les paramètres qui vont pas marcher. Problème d'ajustement de goût, de texture, de prise au froid. Est-ce que les goûts vont marcher ensemble, mais est-ce que j'avais les bonnes textures en bouche au bon moment? Est-ce que ça va révéler les saveurs? Ou est-ce que techniquement c'est pas possible? Est-ce que ça va pas être adapté à ma production? Parce on peut avoir des idées de dingue, mais on peut ne pas pouvoir les recommencer après. Donc il faut que ce soit adapté à la production. Est-ce que je vais pouvoir le transmettre? Est-ce que ça va être cohérent en termes d'énergie, de prix, de vente? Est-ce que c'est cohérent dans la façon dont je vais présenter la gamme? Voilà. C'est intéressant aussi ce que tu disais à l'instant. Tu vois, j'avais jamais réfléchi à la création comme ça. Pourtant, moi aussi, je me passionne beaucoup pour la création et le management et le leadership. C'est le fait que tu dis, la création, finalement, c'est quand tu es dans l'inconnu, quand tu ne sais pas. Ça paraît évident là maintenant quand tu le dis, mais c'est vrai que si jamais tu sais un peu, c'est pas vraiment de la création, c'est plus un peu, on peut dire, de l'innovation ou d'autres choses, tu vois. Mais la vraie créativité, c'est quand tu te jettes un peu dans l'inconnu. Tout à fait. Et donc, c'est censé faire peut-être un peu peur au final. Oui. Bon, en tout cas, pas marcher à tous les coups. Oui. Peur, je sais pas, parce que peur, moi, j'ai jamais trop eu peur de rater. Mais par contre, affronter l'échec et se relever en ayant cette lucidité très factuelle envers soi, en disant non, c'est nul ce que t'as fait. Et pourquoi c'est nul? Alors que t'as travaillé des heures, des jours, des mois dessus. À la fin, ça marche toujours pas, c'est nul.
Enfin, nul. C'est nul comme mot, faut pas dire nul. C'est pas au niveau. Ça ne fonctionne pas, c'est pas au niveau, et ça ne me plaît pas. Et là, c'est là où il faut se détacher du côté émotionnel, du temps que j'ai passé dans l'investissement que j'ai passé dedans, à se dire, ok, je lâche l'affaire, je change carrément, ça ne marchera pas. Et je garde ce qui est bon dans ça, et factuellement, ça, c'est pas bon et ça ne marche pas. T'as des personnes pour t'aider à avoir cette lucidité parce que c'est très dur quand on a passé du temps dessus. Oui, et c'est pour ça que je pense que les relations qu'on se crée autour de soi et les relations de confiance sont ce qu'on a de plus précieux. Parce qu'on a besoin un moment d'avoir ce regard extérieur qui va nous dire non, ça marche pas, parce que ça, et t'es pas loin du but, Nina, continue, t'as juste ce petit truc à faire. Et nous, on peut pas se le dire parce on est tellement dans un chemin qu'on a conçu, qu'on connaît tout du chemin, on sait que si on fait le pas de plus, on est là. Et mais du coup, on a nos œillères et on peut plus voir ce qu'il y a à côté. Et finalement, il y a juste le petit pas d'à côté qui va nous donner la solution. Et puis, c'est un peu épuisant. Parfois, tu sais, t'as l'impression que t'es au bout du chemin. Et en fait, il suffit effectivement de faire un petit pas de côté. Moi, je le vois en joaillerie, c'est un peu la même chose. Parfois, je me dis, mais ça fait 18 fois qu'on te retravaille quelque chose, un produit. Et j'en peux plus, en fait. Je me dis, mais en fait, on va pas y arriver. Je sais pas, il manque une harmonie, il manque un truc. Et en fait, parfois, je sais pas, juste, t'as un petit déclic où t'as quelqu'un qui te dit, et là, tu fais le pas de côté. Et en fait, tout d'un coup, ça marche. Alors que, et c'est assez fou quand même. C'est rigolo. Est-ce que c'est pas un bon moment pour faire une petite transition pâtissière? Eh ben go. Allez go, on vous a mitonné, enfin c'est pas moi qui ai mitonné quoi que ce soit. Nina nous a apporté des délicieuses pâtisseries. Enfin, je vais être très objective justement, je vais te dire si j'aime ou pas, même si je suis absolument pas compétente. De la délicatisserie. Et on va goûter tout ça. Donc là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me sers là? Alors ça, c'est la fleur vanille pécan. Donc là, on est sur un petit croustillant aux graines de millet avec un biscuit moelleux à l'amande. Ça a l'air un praliné à la noix de pécan, une mousse vanille, un petit crémeux vanille. Tu vois, j'avais très envie, pour être honnête, c'est la première fois que je fais une dégustation en live sur mon podcast. Mais en fait, je me suis dit finalement, quand j'ai des personnes qui sont passionnées par leurs produits, je trouve ça beaucoup plus intéressant de parler du produit. Et en fait, j'avais envie que tu me parles justement de ces produits, que tu m'expliques peut-être justement la partie créative, comment ça t'est venu, quelles ont été les difficultés aussi de ce processus. Et puis, bon, aussi qu'on passe un bon moment et qu'on déguste, hein, quand même, c'est sympa. Mais tu vois, déjà, j'ai trouvé que celui-ci spécifiquement, la forme en forme de fleur, je la trouve absolument magnifique, très poétique. Merci. Donc ça donne envie. Et puis j'aime bien l'idée de découvrir à l'intérieur comme ça ce petit cœur qui a l'air tout simplement succulent. Chaque dessert doit déjà être réfléchi sur comment il va être consommé, où, à quelle période et comment il va être aussi envoyé, parce qu'avec la boutique en ligne, il faut réfléchir à tout ça. Et qu'est-ce qu'on veut transmettre comme émotion? Ça, ce sont des produits, par exemple, qui peuvent être envoyés ou ils doivent être récupérés en boutique? Non, ils peuvent être livrés. Et puis même, en fait, les gens peuvent les acheter à Paris et les emmener même en Belgique s'ils veulent. Enfin, ça marche encore. Ça marche assez bien. Prendre l'avion avec. Enfin, ça vit quand même. Oui. Ok, tu vois, ça c'est, je pense, une idée reçue, parce que moi-même, je me dirais, je peux à peine me balader avec, tu vois. Et oui, si. Et même des desserts qui peuvent paraître plus fragiles, on a tout est testé, on vérifie, on a une stabilité, on a même les petits sacs isothermes, enfin, on a tout le process pour qu'on puisse les emmener loin, pour qu'ils puissent voyager un peu. Trop bien. Et en fait, l'idée de moi, ce que j'aime dans les gâteaux, c'est que souvent on fait juste attention à, là, on sent quand même le chocolat. On sent le chocolat, on va sortir, donc il y a une première odeur. On va penser au visuel, on va penser à l'odeur, on va penser au goût, mais on oublie les choses les plus importantes finalement, c'est le bruit. Le bruit et la texture, le toucher et l'ouïe sont les deux sens qu'on oublie souvent dans les desserts. Et là, tu vois, tu sens un crack, donc en fait, tu vas sentir le crack, donc tu vas t'imaginer que ça va être croustillant. Tu sais que je suis déjà en train de saliver, c'est-à-dire que physiquement, là, j'ai de la... C'est ça. Je suis en train de saliver. Mais après, est-ce que ça va répondre? T'as les petits morceaux de vanille que tu vas entendre, les textures. T'as plusieurs textures, t'as du croustillant, t'as du moelleux, t'as de l'aérien et t'as du dense. Et en fait, toute la partie texture, toucher est extrêmement importante. Et en fait, dans la création, on pense souvent, je vais faire un joli gâteau, je vais faire un bon gâteau, je vais mettre des ingrédients ensemble, c'est des ingrédients qui marchent ensemble, et puis je le construis comme ça. Mais pas du tout, parce qu'en fait, là, il faut imaginer comment la personne, déjà, à quel moment on va l'apporter sur la table. Souvent, un gâteau, on peut l'offrir. On va se faire plaisir. On n'a pas besoin d'un gâteau, mais on en a besoin pour être heureux, pour passer un bon moment. On a besoin d'être heureux pour vivre. En fait, c'est des petites choses c'est pas un besoin, ça va uniquement être du plaisir. Donc on va l'apporter. Je trouve qu'il y a quand même un côté où on offre un gâteau, il faut que ce soit esthétique, parce qu'on aime bien le mettre sur la table. Bien sûr. Alors, ou pas d'ailleurs, je dis, parce qu'on fait nos gâteaux pour nos boutiques, mais on peut avoir un gâteau juste qui va sentir bon, qu'on va faire en famille. Enfin, il y a 1000 façons de faire des gâteaux, mais
on va penser à l'esthétique. Quand on va le mettre sur la table, comment on va l'apporter? Est-ce qu'on arrive, quand on est invité, on va offrir un gâteau? On va ensuite on va le présenter. Aussi. À quel moment on va le sortir du frigo pour que ça ait la bonne température? Tout ça c'est calculé. Ensuite, comment on va le découper? Là par exemple pour des gâteaux, est-ce que c'est spécifique et différent pour chacun de ces gâteaux? Tu dois à chaque fois le sortir à des moments différents ou c'est globalement à peu près? Dans l'idéal, oui. Après, je vais pas demander aux gens de sortir un gâteau via neutre, etc. C'est quoi un peu les règles de base que tu peux donner? Alors sur le chocolat, c'est bien de le sortir quand même une bonne grosse demi-heure avant, voire et ça dépend de la température du frigo, la température de la maison, etc. Pour exhauster le goût, ça oui. Et aussi au niveau de la texture peut-être? Oui, texture et goût. Le froid va inhiber les goûts dans la majeure partie des cas, pas tout le temps mais presque. Et après, les textures vont être beaucoup plus denses, froides qu'un peu plus réchauffées. Et puis après, sur les mousses légères ou une pavlova, on n'a pas forcément besoin de la sortir longtemps avant. Quand même, pour y avoir une chantilly un peu plus onctueuse, un peu moins froide, pour avoir plus de saveur, c'est quand même bien de la sortir 10-15 minutes avant. D'accord. Il y a une épice, à part la vanille? Non, mais les vanilles, elles sont très diversifiées. Enfin, on a le côté vanille que tu vas sentir, c'est des vanilles que tu connais pas. J'ai vanille d'Inde qui est beaucoup plus épicée, vanille du Mexique un peu plus. Ah, c'est pour ça. Un peu plus avec plus de puissance. Et là, je crois que j'ai de la vanille Madagascar aussi, celle-ci. Parce que je sens effectivement presque un goût légèrement poivré ou épicé à l'intérieur. Très 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 léger, mais délicieux du coup, qui rehausse un petit peu, je trouve, l'ensemble. Et puis ce que je trouvais intéressant, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu réfléchis, mais c'est qu'en fait, il y a différents goûts en fonction des moments. C'est-à-dire que l'entame a un goût, ensuite il y a le milieu, on va dire un peu, enfin je n'y connais rien, moi je te dis ça comme je le ressens. Puis là, j'ai senti en arrière-goût quelque chose d'un peu différent. C'est peut-être plus les noix, j'imagine. Je ne sais pas exactement. Tu as eu le petit croustillant enfin qui reste un peu dans les dents. Ouais, exactement. Mais c'est génial, parce qu'après, ça reste un petit peu, quoi. C'est ça qu'on y retourne après. Donc tout ça, par exemple, ça fait partie de tes réflexions quand tu crées un gâteau? Oui, complètement. Comment je vais mettre la cuillère? Comment je vais le couper? Quel aspect visuel je vais avoir? Là, j'ai un aspect gourmand parce que je suis sur une fleur gourmande. Je vois un peu de légèreté, donc j'ai quelque chose d'aérien. Donc comme ça, mon esprit va se mettre en contexte. Là, je vais avoir quelque chose de plus... Enfin, on va pouvoir être soit sur de la découverte, soit sur de la surprise, etc. Mais que si je fais un gâteau réconfortant, il faut que ce soit réconfortant, il faut qu'on s'attende à ce qu'on... Un peu de sel aussi là-dedans, non? J'adore. Franchement, délicieux. Adopté. La façon dont on le mange est extrêmement important. Les 5 sens sont très importants. Et comment on amène le dessert est important. Enfin, tout a énormément d'importance. Et finalement, on se pose, je pense, plus de 80 à 90 questions qu'on doit répondre très précisément avant de sortir un dessert final. Là, pour un gâteau comme celui-ci, il y a combien de tests à peu près, tu dirais, avant d'arriver à la version finale? Alors ça, c'est des desserts qui sont classiques, qui sont de notre gamme classique. Ok, donc moins complexe que d'autres. Beaucoup moins qu'une bûche ou une bûche où on peut passer 2 ans dessus. Ça peut être plus de 100, 200, 300 tests sur une bûche. Sur un petit gâteau comme ça, on va s'arrêter à... C'est plutôt une déclinaison. Okay. La fleur, on va la décliner avec plusieurs goûts, donc sur une déclinaison, on ne va pas y passer plus que 2 mois. 2 mois, pas à temps plein, mais je pense qu'on va y passer l'équivalent de 4 jours de travail. Sur 4 jours de travail, on peut faire quand même beaucoup d'essais. Je le compte plutôt en jours de travail parce qu'à un moment, il faut s'arrêter. Oui. On peut pas, pour des gâteaux classiques, il faut s'arrêter. Après, pour des bûches, on ne met pas de limite. Ou pour d'autres pièces d'exception, on mettra beaucoup moins de limites de création. Pourquoi la bûche, c'est tellement emblématique et pourquoi est-ce que c'est un produit sur lequel il y a autant de créativité nécessaire où tu es obligé de tout réinventer? Alors qu'on se dirait que c'est plutôt assez cadré, une bûche. Et la bûche, c'est un peu notre Fashion Week pâtissière, quoi. Ouais. C'est le moment où on va, où en fait on est... il va y avoir beaucoup de communication autour des bûches, donc on va pouvoir aussi exposer notre travail. Et en fait, il y a c'est la haute joaillerie un peu de la fashion week, comme tu dis, voilà, de la pâtisserie. Parce que c'est le moment où nous, on va pouvoir s'exprimer complètement, sans forcément, en tout cas, on a fait le choix de s'exprimer sans... en essayant de ne pas faire attention forcément au côté économique qu'on pourrait avoir sur un dessert. Dans le prix de la tarte, si on choisit de la mettre à 9 €, il faut que ça rentre dans ce prix-là, on n'a pas le choix. Je vais pas mettre une tarte à 12 € parce que ça serait pas en cohérence avec ma gamme. Je peux le faire une fois de temps en temps, je dis pas, voilà, c'est pour un produit d'exception, il faut que ce soit en cohérence avec nos desserts. Et ensuite, pour une bûche, on va se dire que là, c'est vraiment de la création pure, donc ça va emmener les équipes à créer. Moi, ça va aussi me permettre de leur transmettre la création, de leur apprendre à créer, parce que la création, ça s'apprend. Ouais. C'est pas inné, ça ne nous tombe pas dessus. Je suis pas on n'est pas créateur né. Il y a des gens qui vont peut-être avoir plus au départ de créativité ou d'inspiration, mais
Ça s'apprend. Et toutes les règles servent à ne plus finalement être une règle. Mais donc c'est compliqué si je dis je vais être dans le faux. Mais je vais donner l'exemple quand même. Parce que c'est ce que je leur dis. D'abord, on apprend toutes les règles et après, on apprend à les déconstruire. Mais pour une raison particulière qui sera réfléchie et qui aura cette raison-là. La règle, c'est qu'en général, on va mettre le croustillant toujours en bas. D'accord. Parce que quand on va taper quand on va commencer à couper, si le croustillant est trop haut, il va écraser le moelleux qui est en dessous. Voilà, ça c'est une règle de base. Au départ, on n'en déroge pas. Je dis pas qu'il ne faut pas la déroger, mais au départ, il ne faut pas. Donc en fait, il faut connaître ses gammes. Oui. Et une fois que tu connais tes gammes, là, tu peux commencer à travailler un petit peu autour. Mais tu disais, par exemple, la créativité, ça s'apprend. Est-ce que je sais pas, de toi-même, en fait, tu as réfléchi à comment déroger justement aux règles, comment utiliser tes gammes? Oui. Et comment ça s'apprend et comment... En fait, ça c'est assez dur en tant que chef d'entreprise, en tant que chef, c'est les laisser se tromper. Ouais, bah oui. Et c'est comme ça qu'on apprend la créativité. Donc je leur donne, et moi je leur dis, va jusqu'au bout de ton idée, comprends pourquoi ça fonctionne, et ensuite dis-moi pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas. Et apprendre la créativité, c'est apprendre à se relever, et puis à trouver les solutions à nos problèmes, et chercher, et avoir une vraie confiance en soi pour se dire, je vais continuer à chercher et je vais le trouver. Et pas s'arrêter aussi en cours de route. Ouais. Il y a aussi une notion d'exigence que tu citais précédemment quand tu disais, en fait, non, là, je sais que c'est pas encore ce qu'il faut continuer à aller plus loin, quoi. C'est-à-dire que j'y arrive pas, mais en fait, on va pas s'arrêter là. Exactement. Et en fait, dans ça aussi, on apprend à faire confiance aux autres. On crée aussi son entourage de confiance parce que la créativité, c'est pas souvent, elle marche pas seule. Ouais. On a besoin, comme on disait tout à l'heure, d'avoir le petit pas de côté, d'avoir le regard de l'autre, d'avoir peut-être un deuxième vent de fraîcheur. C'est vrai. Et apprendre à faire confiance à l'autre, apprendre à être très humble en fonction de ce qui réussit ou pas. Et donc je trouve que c'est pas toujours évident parce que nous, ils veulent tous quand ils arrivent, je veux être en créa. Ok, vas-y une semaine et puis on en discute après. Et après ils me font, en fait, je veux bien être en prod. Et ouais, c'est vrai que les premières semaines, et moi je sais que les moments qui ont été quand j'étais au Café Pouchkine, où là j'avais vraiment un poste de création où André Delos, le patron de Café Pouchkine, poussait la création, mais c'est vraiment un amateur d'art. Voilà, il m'a vraiment poussé dans la création, dans les plus durs retranchements que j'ai pu avoir. On finit en pleurs, des jours de travail. Je me dis, mais waouh, en fait, je vais pas y arriver. Et c'est le moment où on touche le fond, souvent, où on est au bout du rouleau, où on touche le fond, que là, instinctivement, on est obligé de mettre un peu en off quelque chose. C'est un peu un sentiment de protection. Ouais, et là, du coup, c'est là où on a de nouveau la force de rebondir, où on va trouver cette lucidité qu'on n'avait pas parce qu'on n'avait pas encore touché le fond. Ouais. Et que là, comme on doit trouver une solution, et on va la trouver. Je me dis souvent, mais pourquoi est-ce que pour apprendre, il faut que ça soit aussi dur à chaque fois? Pour savourer la victoire. Oui. Parce que je trouve que les moments les plus... Pourquoi ça ne peut pas être facile? Parce que ça veut dire que c'est déjà acquis, ça veut dire qu'on a déjà eu la victoire, ça veut dire qu'elle n'a pas de saveur, qu'elle n'a pas, pas d'importance. Tout à fait, il faut aimer l'effort. Bon, c'était trop bon. Je n'ai qu'une hâte, c'est de goûter le reste. Mais alors, justement, ça me fait une belle transition. La délicatisserie. Donc, désolé, on est complètement passé du coq à l'âne, mais c'est un peu mon style. Tu lances quand même au bout d'un moment, après pourtant avoir eu plein de succès dont on n'a pas eu le temps de parler, mais c'est pas grave, meilleure pâtissière du monde, etc. Qui sont pas des minces affaires. Et tu décides de lancer, d'un peu quitter finalement le monde traditionnel de la pâtisserie pour lancer ta propre entreprise. Oui. Et online, ce qui est quand même très novateur. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait la même chose dans la joaillerie. Oui. En fait, ça c'est... Donc déjà, j'ai un terreau fertile de ce côté-là parce que mon père est développeur. Donc moi, j'ai grandi dans les nouvelles technologies, j'ai grandi sur le web. J'ai grandi entre des ordinateurs avec des lignes de code toute la journée dans mon salon devant moi et avec un langage toujours très particulier où passer des nuits et des jours à essayer de chercher un point qui ne va pas, les problématiques de mes parents. Et c'est vrai que depuis toujours, il y a le côté assez philosophique finalement quand on grandit dans le monde de l'internet, du déploiement d'internet. Et le côté où les gens peuvent le percevoir. Et souvent, Internet, les gens, on a toujours ce côté digital où finalement, ça coupe le lien entre les gens. Et moi, je suis née dans une famille où ça coupe pas le lien, mais ça crée du lien. Et c'est vrai que déjà,
pour moi, un site internet ne coupe pas le lien, mais crée du lien. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça allait me permettre de faire simplement des beaux produits, de pas jeter le temps que je prends à faire les produits, de pas jeter les beaux cadeaux que justement, les ingrédients, en fait, tous ces beaux cadeaux qu'on peut avoir à travailler, une belle pomme, une belle pêche, c'est un produit de qualité que je ne veux pas jeter, que je dois respecter jusqu'au bout. Et le fait d'être sûr de vendre mon gâteau et que je suis sûre de pouvoir avoir aussi un gâteau qui soit plus économiquement plus attractif parce que j'ai pas besoin de répercuter la perte sur mes ventes. Oui. Et T'as pas de valoriser mon travail et staff. celui de tout Puis le monde. un peu, enfin, je te dis, là où je fais un parallèle, enfin, je me rappelle quand j'ai découvert ton travail, je me suis dit, mais c'est fou, c'est un peu, et je le dis avec, j'espère de l'humilité, un peu le Gémio Oui. de la pâtisserie, parce qu'en fait, vous fabriquez à la commande. Oui. Et vous fabriquez, donc vous distribuez quand même pas mal via le site internet ou via des retraits dans vos boutiques. Oui. Mais donc, ce qui vous permet aussi quand même d'avoir des prix, j'imagine, pour des produits qui sont en fait des produits un peu de palace. Enfin, Oui, tout à fait. qui ne sont pas du tout en fait les mêmes parce que justement t'as pas ces déperditions de stock, t'as pas toutes les équipes, etc. Enfin, t'en as des équipes, mais il y en a quand même un petit peu moins. Et puis aussi, voilà, beaucoup moins de coûts. Donc, je trouvais que c'était hyper malin comme approche et hyper chouette en fait de démocratiser, même si là aussi le terme est atroce, de la haute pâtisserie en réalité qu'on peut commander un peu partout et se faire porter ou se faire livrer chez soi, quoi. Bah, c'est exactement ça et j'avais envie justement de nourrir un maximum de gens avec les meilleures choses possibles. Et c'était ça, c'est pouvoir justement rendre accessible la grande pâtisserie de Palace, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai appris en tout cas dans mes expériences précédentes et pouvoir le retranscrire pour un maximum de gens et la rendre accessible. Et c'est vrai que j'aime bien le côté assez populaire de la pâtisserie qui plaît à tout le monde. Et populaire, pour moi, c'est pas un mot négatif, c'est extrêmement positif. La pâtisserie, c'est toujours ce petit côté, ce petit luxe qu'on peut s'offrir. C'est vrai. Et il n'y a pas de... Tout le monde on va pouvoir s'offrir un petit cookie, un petit Mais c'est vrai que gâteau, un même un petit très beau chocolat. gâteau de chez toi, un petit comme ça coûte une dizaine d'euros à peine, quoi. Oui, à peine, même pas. Bon, on a des cookies, on a même des éclairs à La Rochelle ou des tartes à 3 euros. Donc, on a nos produits d'appel, c'est des produits d'appel. Un croissant, c'est 1,30 €. Et donc, en fait, on a ces produits qui sont des produits qu'on veut pas élitistes et qui doivent pouvoir. Et on a les mêmes produits, les mêmes techniques, et ça nous permet de pouvoir partager au maximum ce qu'on aime faire, quoi, la gourmandise. T'as parfois des clients un peu, je sais pas, des clients un peu fous qui t'achètent des trucs pour se faire livrer dans des endroits complètement farfelus. Enfin, il t'est déjà arrivé des histoires un peu dingues quand même avec avec cette pâtisserie? Ah oui, bah, partout dans le monde, parfois on est amené à faire des missions, on en fait beaucoup, des missions on peut partir à 3 ou 4 personnes pour faire un gâteau d'anniversaire. Ouais. Oui, ça arrive, et puis ça arrive pas souvent. Non, la pâtisserie nous a emmenés parce que c'est vraiment dans des endroits où jamais on aurait pu penser être. Et ça nous a fait vivre des choses incroyables, et ça nous fait vivre au quotidien des choses incroyables. Et ce qui est beau dans la pâtisserie, c'est que tout le monde connaît la pâtisserie, tout le monde a une histoire avec le gâteau. On mange des gâteaux pour les belles occasions, c'est relié au positif. En fait, pour moi, c'est toute la spirale du positif, la pâtisserie. C'est vraiment aussi bien dans la philosophie de la pâtisserie, plus loin que les gâteaux, dans le côté de l'artisanat. Donc, il nous faut on n'est pas des magiciens, donc il nous faut d'abord des bons produits qui sont cultivés par des gens passionnés. Parce que pour un bon produit, il faut être passionné. Qui nourrit, c'est un produit qui nourrit, c'est de la production, donc on doit prendre soin de la terre, on va prendre soin du produit, ensuite on va l'acheminer, nous on va en prendre soin pour le travailler, ensuite on va prendre soin des gens pour qu'ils puissent le manger, et eux ils vont prendre soin d'eux en le mangeant et soin des autres à qui ils vont l'accueillir. Et nous, en le faisant, on doit en prendre soin nous et construire cette équipe-là pour amener tout le positif qu'on peut en interne pour que ça se reflète sur l'extérieur. Donc pour moi, c'est juste la pâtisserie a juste le côté le plus magique du monde, et en plus on peut le partager de façon très amateur en famille. En fait, ça n'a pas de limite. En tout cas, on sent ta passion. Oui. T'as un exemple, justement, d'un truc un peu fou que vous auriez fait une fois pour un client? Bon, il y a pas mal de choses qui sont un peu confidentielles, mais Oui, non, mais sans forcément citer de nom, tu vois. oui, on est parti faire un banquet de gâteaux immense à l'autre bout du monde pour un événement. Tout banquet entier, quoi. Ouais. Des tables et des tables et des tables de gâteaux.
Et j'imagine dans quelques jours uniquement. Oui, c'est ça. Évidemment. Dans une cuisine qui n'est pas une cuisine qu'on doit construire En urgence. en urgence avec tout ce qu'on peut en rudimentaire. Donc là, on sort un petit peu. C'est drôle parce que du coup, on se retrouve confronté à des situations où on se dit, waouh, on est vraiment en train de faire de la cuisine en plein milieu de la nature, voilà, en essayant de ramener de l'eau et en essayant de faire en sorte que on maintient le froid. Et t'es genre dans la jungle, quoi. Ouais, voilà, on a fait des trucs un peu fous comme Ça doit être assez sympa. dans des endroits qui sont vraiment pas du tout adaptés à la pâtisserie, et c'est les moments où on trouve des ressources de dingue et on vit des moments d'équipe incroyables, quoi. Alors justement, parlons équipe. Avant que je passe à mon crible, je voulais quand même parler du fait que tu travailles totalement en famille. Oui. Parce que si je me trompe pas, donc tu travailles avec Mathieu, ton mari. Oui. Mais au-delà de ça, tu as aussi donc tes enfants, tes 2 filles qui ne travaillent pas, mais qui sont présentes quand même dans tes vidéos YouTube assez régulièrement. Enfin, je sais pas, j'ai cru voir aussi que tu avais des amis de la belle famille. Enfin, c'est un peu un joyeux mélange familial, si je me trompe pas. Et ça, c'est drôle et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est complètement, polémique, Oui. au sens où on se dit tout le temps, il ne faut pas travailler en famille, tu mets tous les œufs dans le même panier. Donc déjà, est-ce que tu as eu premièrement ces discours-là quand tu as commencé à te dire que tu voulais travailler en famille? Et 2, qu'est-ce que tu as fait justement pour que ça fonctionne? Parce que j'ai l'impression que ça fonctionne, cette histoire. Ah bah nous, ça fonctionne super bien. Je travaille avec mon père, ma mère, mes 2 sœurs, mon mari, le cousin de mon mari, et puis tous mes meilleurs amis. Et ils ont tous rejoint l'aventure. Et vous ne vous disputez, enfin si vous disputez peut-être, mais en tout cas, vous ne vous êtes pas séparés tous les uns des autres. Enfin, je veux dire, vous entendez bien. Alors, on se dispute, oui, parfois on n'est pas d'accord. C'est pas de la vraie dispute. C'est qu'on fait entendre notre voix parce que quand on pense que c'est mieux pour la boîte de faire ça ou ça, et ben c'est important de faire entendre sa voix. Et c'est vrai il faut être extrêmement humble, je pense, parce que il faut toujours faut être généreux quand on fait ça. Faut être respectueux de l'autre, faut être respectueux des qualités et des défauts des autres. Faut les connaître. Et ça, ce qui est important, c'est de dire, voilà, moi j'ai ces qualités-là, sur ça c'est pas forcément mon point fort, donc j'aurai besoin de vous pour m'accompagner sur ça. Et il faut que chacun fasse ça. Et donc moi, je suis là pour toi quand tu as besoin. Je vais attendre de toi que tu sois là quand j'ai besoin. Et on essaye de se protéger déjà. Parce que moi, ce que je veux, c'est que chacun prenne soin de soi d'abord. C'est d'abord... Alors, ça fait bizarre parce que c'est pas toujours comme ça qu'on pense. Mais moi, je leur dis, prenez soin de vous d'abord. C'est vous, chacun individuellement, d'abord. Si vous prenez soin de vous, vous allez être disponible pour prendre soin des autres. Mais vous ne pouvez pas penser juste les autres. Parce que après, vous allez être ça va pas être équilibré. Quand on a du mal à prendre soin de soi, quand on arrive dans un moment de fatigue, ça peut arriver, ou voilà, on a du mal à prendre soin de soi, on écoute les autres qui nous disent prends soin de toi. Et je pense qu'on est comme ça dans une certaine confiance, et on est libre de pouvoir rester, quitter l'entreprise, décider, moi je vais plutôt partir dans cette direction-là. Par exemple, ma sœur Paloma, elle a commencé à nous rejoindre en faisant des galettes, donc sur le terrain, et elle a voulu prendre un poste plutôt dans les bureaux administratifs. Et donc on a créé le poste aussi pour elle, et évidemment qu'on va peut-être créer un poste pour elle, ou qu'on n'aurait peut-être pas fait pour un employé qui aurait pas d'expérience dans ce domaine et qui veut dire je veux prendre, on l'aurait peut-être pas fait en dehors, mais elle du coup aussi, on va l'accompagner, elle va nous accompagner aussi, on va développer, il y a cette une relation de confiance déjà qui se crée. Plus loin quoi, on va aller plus loin, plus vite, il faut accepter les erreurs. Donc ça marche. Donc c'est ça possible. Marche de dingue. Et avec Mathieu, quand même pas fille, avec son mari. Oui. Ça marche trop bien parce qu'on est ultra complémentaires. Lui, il fait donc les rôles, de toute façon, c'est assez évident. Déjà, la partie produit, pâtisserie, création, c'est forcément toi qui gères. Oui. Et c'est beaucoup de temps, j'imagine, quand même. Oui, énormément de temps. C'est ça qu'il faut quand même réaliser, je pense. Et puis lui gère le développement, notamment. C'est ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment chacun notre partie, mais on est très impliqué dans la partie de l'autre pour connaître évidemment de l'extérieur et pouvoir aussi donner un avis, comprendre et comprendre la direction de l'entreprise pour qu'on soit vraiment unis dans les choix, etc. Donc, on est obligé de faire participer l'autre dans son projet. On est obligé d'écouter aussi la vision de l'autre, même si ça c'est important, écouter vraiment l'autre et laisser l'opportunité que l'autre ait raison et qu'on ait tort. Voilà. Vaste sujet. C'est vrai. Mais en dehors de l'entreprise aussi, oui, d'ailleurs. En général. Et en fait, Mathieu, lui, il est plutôt dans tout ce qui est développement, stratégie de développement, juridique, financière, etc. Et puis, lui, il gère tous les bureaux. Et moi, je gère tout le terrain. Bah oui. Et en même temps, il faut que je comprenne aussi tous les bureaux, il faut qu'il comprenne le terrain.
Donc mais ça restera ses choix et mes choix. Non, mais c'est hyper chouette. Je te remercie d'en parler parce que je te dis, moi, donc je travaille avec mon mari et je constate qu'il y a une vraie, à la fois une attirance de beaucoup de personnes de travailler en famille, en couple ou avec, je sais pas, des parents, avec des frères et sœurs, etc. Et en même temps, il y a une crainte forte justement de perdre des personnes qui nous sont chères, en fait, tout simplement, parce que c'est quand même pas facile le monde de l'entreprise, et surtout quand c'est une boîte qu'on a créée. En plus, quand on est une figure un peu médiatique comme toi, malgré tout, je pense que ça met une pression supplémentaire, et ça doit pas être tous les jours facile. Et notamment, pour tout dire, j'ai interviewé il y a pas très longtemps Anne-Sophie Pic et son mari sur le podcast, et qui travaille aussi en couple, et qui me disait, c'est aussi pas facile, tu vois, d'avoir une personne médiatique d'une part, une personne qui l'est moins de l'autre, et donc en fait tout ça, il y a un équilibre finalement à trouver. Que certaines personnes en fait craignent de ne jamais trouver, est-ce que je comprends, donc déjà contente de voir que vous y arrivez, et puis de voir en fait que chacun apporte évidemment sa pierre à l'édifice, quoi, tout simplement, mais en plus d'une manière plus vaste, parce que c'est pas juste en couple, c'est vraiment la famille au sens large là. Mais parce qu'en fait, moi je pense qu'on pense unité, on pense pas personnel. C'est-à-dire que moi ce que je fais, alors pour le coup le médiatique, moi j'aurais rêvé que mes sœurs soient plus, ou que Mathieu etc soient plus médiatisés. C'est pas leur choix. Ouais. Donc voilà. Et puis en fait, il y a une stratégie de se concentrer sur une personne aussi. En général. Après il y a les gens qui ont envie aussi de. C'est même pas ça, parce que moi je suis sûre que la presse serait très ravie qu'on montre un peu plus tout le monde. Mais après c'est aussi, on est au service de l'entreprise. Il faut qu'individuellement on soit épanoui au service de l'entreprise. Et si ça marche pas comme ça, soit on sort de l'entreprise, ou soit on s'épanouit différemment. C'est d'abord l'individu. Et l'entreprise. Donc, et puis après, les histoires de machin. Et parfois, si je m'engueule avec ma mère, je vais passer par quelqu'un d'autre pour parler à ma mère. Si je m'engueule avec ma sœur, je vais passer par quelqu'un d'autre pour discuter avec ma sœur. Ça dure pas longtemps. On se dit les choses. Et ça passe très bien. Est-ce que vous êtes plus honnête et plus dur? Quand je dis dur, c'est plus exigeant finalement entre vous qu'avec les autres? Beaucoup plus. Et c'est là où il faut faire attention. C'est vrai que les gros points où on a pu avoir des gros moments de friction, c'est parce qu'on ressent ce côté où t'es trop dur avec moi, t'es plus dur avec moi. Et notamment avec une de avec Paloma, on travaille vraiment à côté. Et c'est vrai que j'ai tendance à être beaucoup plus exigeante avec mon entourage. Les personnes proches que t'aimes oui. Mais tu te lâches un peu plus, quoi. Et j'essaye de faire attention, du coup. Soigne. Ouais, c'est ça. Je prends en considération tous les ressentis des autres. C'est-à-dire que voilà, il faut que chacun dise mon ressenti, son ressenti, il est forcément vrai. Après, c'est à nous on compose, quoi. C'est pas évident, mais c'est tellement une belle aventure. Moi, du coup, on est dans la même aventure, on se comprend. On est quand on fait des choix, on les fait tous ensemble. Voilà, si. Le truc, c'est que parfois, il faut un peu couper quand on fait des repas de famille, etc. Mais en même temps, on aime tellement ça et on est passionné par ce qu'on fait. Donc, pourquoi on est obligé de séparer la vie personnelle de la vie professionnelle? Moi, j'ai une seule vie, du matin au soir, quand je me lève, je suis Nina. Et puis qui est alignée, quoi, finalement, parce que tout y contribue à ta vie. Je veux dire, et même le fait que tes filles soient dans les vidéos, tu vois, je peux imaginer que les gens vont dire, ah là là, c'est pire dans les vidéos. Mais en fait, non, en fait, c'est que c'est ta vie, c'est que du coup, si tu veux passer du temps avec tes filles, en fait, tu passes du temps avec tes filles en faisant ça aussi, quoi. Oui, c'est ça. Et après, ça, c'est, rien n'est parfait et tout est en même temps. Est-ce que il faut pas chercher c'est pareil, l'équilibre de tout. Souvent, on me demande l'équilibre parce que j'ai tendance à avoir une vie qui est très intense, même en termes d'horaire. Mais mon équilibre, c'est parce que je suis heureuse dans chaque moment de ma journée. Et si jamais, et j'ai déjà été pas dans cet équilibre-là, et j'ai déjà vécu des gros déséquilibres où je me sentais coupable au travail et je me sentais coupable à la maison. Au travail parce que j'étais pas avec ma famille. À la maison parce que j'étais pas au travail, et du coup j'avais l'impression que je donnais ma vie pour les gens parce que je devais être là où ils m'attendaient, et j'étais plus dans ma vie. Et je sais que ça, je l'ai tellement vécu, et ça m'a fait un gros déclic de me dire, écoute Nina, je ne veux pas être cette personne-là. Et j'ai de la chance d'avoir aussi un mari qui sur ça on s'aide, on s'entraide, et je ne l'aurai pas tous les jours. Ça sera le nouveau recommencement de cette journée que je veux parfaite aujourd'hui. Parfaite, ça n'existe pas, c'est ces imperfections dans tout ça, mais ces petits défauts. Mais je veux que du début à la fin de la journée, je sois heureuse et je sois à l'endroit où je veux être. Bon. Le temps passe et malheureusement, on va devoir arriver à une conclusion, ou en tout cas à mes questions signatures. Bon, alors il va falloir qu'on refasse une V2 parce que de toute façon, j'ai encore beaucoup d'autres pâtisseries à goûter. Hein, oui. mais on n'a pas du tout parlé de tout. Enfin, franchement, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de te faire mes questions signatures. Tu les connais. La première, c'est: est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec?
un moment de doute, un moment particulièrement douloureux dont tu te rappelles parce que il t'a appris quelque chose, comme on en discutait précédemment, c'est-à-dire qu'il t'a fait voir les choses différemment, enfin, t'en as tiré un réel enseignement. Bah, je pense que ce que je viens de dire à l'instant, le moment où vraiment j'étais perdue avec moi-même, où j'arrivais plus à être, où finalement, en fait, on m'avait toujours dit que avoir la carrière que je voulais ou que je commençais à avoir et vouloir une vie de famille, etc. Et fallait faire un choix. Et moi, je suis pas du genre de personne à aimer faire beaucoup de choix. Surtout quand il y a plein de choses que je veux faire, pourquoi pas les faire? Ou en tout cas, essayer, parce que tant que c'est pas raté, je sais pas si ça marche pas. Et c'est vrai que du coup, je me sentais un peu invincible vis-à-vis de ça. J'avais l'impression que je ferais, voilà, très simplement, oui, je vais avoir des enfants, je vais avoir un super travail, un travail qui me plaît, et en fait, tout va bien se passer. Et en fait, non, ça a été beaucoup plus dur que ça. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu un moment où, oui, j'étais un peu perdue parce que je ne savais plus où était ma place. Et, et je savais plus comment me positionner vis-à-vis de tout ça. Et j'avais l'impression que je devais faire un choix. Mmh. Et oui, à ce moment-là, il était assez dur. Et c'est vrai que qu'est-ce qui m'a aidée à ce moment-là? Ça a été vraiment mon entourage qui m'a dit, juste, il est urgent de rien faire là pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste poser les choses sur table très clairement. On va déjà juste éclaircir la situation. Et après, petit à petit, on va faire on va prendre en considération toutes les peurs, toutes les angoisses, tout ce qui est possible de faire ou pas, tous tes rêves, tous tes projets, etc. Et en fait, de façon très claire et simple, tout s'est éclairci. Et c'est vrai que là, et comme les choses ont été claires, simples et éclaircies, ça m'a ouvert la porte sur finalement chaque décision qu'on prend, chaque peur, chaque angoisse est finalement quelque chose de très simple à résoudre. Il faut juste Déjà être très l'avoir en face. pragmatique, voilà, avec du pragmatisme et des choix assez clairs et beaucoup d'honnêteté. Il n'y a pas de... Les problèmes qui semblent immenses sont souvent très très petits. Il y avait quoi comme problème qui te semblait immense? C'était comment allier ce travail qu'on me demandait pour avoir une carrière aussi intense, vouloir être avec sa famille, parce que qu'est-ce qui est le plus important pour moi, c'est ma famille. Mais est-ce que être avec ma famille, ça veut dire être avec mes enfants et mon mari du matin au soir? Est-ce que, en fait, c'est quoi entre ce que la société nous dit? Ce que tu veux, toi. Oui, comment être une bonne mère de famille, comment être une bonne professionnelle? Est-ce que finalement, moi, je considère ou je me ressens comme être une bonne professionnelle et une bonne mère de famille, une bonne femme, une bonne épouse, une bonne amie? Enfin, être correcte pour les autres, en fait, et où se situe, et comment se situer vis-à-vis de tout ça? Est-ce qu'on vit pour les autres? Est-ce qu'on vit pour soi? Enfin, et comment on démêle tout ça pour réussir à trouver son propre équilibre? Et je pense que là, ça a été un moment de ma vie assez intense, juste après ma première grossesse, où je me suis posé beaucoup de questions, ouais. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu voudrais refaire différemment? Non, moi, je pense pas que je referais quelque chose différemment. Je pense que même si j'aurais pu faire mieux plein de choses, je suis contente de les avoir pas forcément bien fait pour avoir l'occasion de les faire mieux plus tard. Ouais, il y a plein de choses que j'aurais peut-être pu mieux faire, mais je pense que je les garderai comme ça quand même. J'ai beaucoup de tendresse en fait pour les choses un peu imparfaites. Pour les petits foirages. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu trouves beau? Et j'aime bien cette question parce que moi aussi, tout ce qui est esthétique, ça m'inspire, ça me touche beaucoup. Mais ça peut être, tu vois, un comportement, ça peut être esthétique, ça peut être un paysage, vraiment ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'émeut? Qu'est-ce qui te touche? Alors moi, j'adore les matières et les textures. Je suis très sensible aux matières, toucher? textures, ouais, et aux lumières. D'accord. Ouais, j'aime bien toucher les. Alors parfois ça peut être très désagréable. Je suis très sensible au toucher. Donc tu touches un peu les gens. Non, alors pas les gens, mais même en fait, je déteste la peau de la poire, par exemple. Je peux pas la toucher. Je déteste éplucher des poires. Mais par contre, même parfois du bois où ça va être le toucher, je suis très sensible. Les belles luminosités aussi peuvent me rendre extrêmement heureuse. Je comprends complètement. Alors à l'inverse, qu'est-ce que tu trouves laid? Qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce que tu n'aimes pas observer? Qu'est-ce que tu trouves un peu inacceptable, quoi, ou injuste? Se trouver des excuses, etc. Moi, j'ai du mal à... de responsabilité. Oui, voilà, c'est ça, le manque. Moi, je trouve que c'est un irrespect de soi-même. Je trouve qu'il faut oser s'aimer soi-même, se respecter soi-même. Et c'est vrai que je vais être assez dure. C'est pas quelque chose que j'aime pas parce que je peux tout comprendre et chacun a son histoire et chacun a ses raisons. Enfin, voilà, c'est pas moi de juger le comportement des autres. Déjà, on balaye devant sa porte avant et je suis loin d'être parfaite, mais je pense que se respecter soi-même, on pourra respecter les autres. Et oui, je pense que quand
Et se respecter soi-même, c'est aller... C'est pas se trouver des excuses, justement. Ouais, c'est agir, quoi. Faut agir. C'est vouloir changer quand il y a un problème, parce que c'est pas grave, c'est qu'un problème au final. Ouais, c'est trouver les... on y va, quoi. C'est compliqué parce que en plus quand je pense à, il y a toujours un contre-exemple qui va me dire que c'est pas bien de dire ça, mais effectivement non, j'aime bien les gens forts en fait. Alors mais c'est parce que la faiblesse ça dépend quoi, c'est compliqué. Il y a toujours des contre-exemples. Qu'est-ce que j'aime pas? Ouais, j'aime pas le. Non, mais les gens qui s'assument, j'ai l'impression, t'aimes bien. Oui. Même dans leurs faiblesses et même dans leurs erreurs et même dans leur vulnérabilité. Oui. 2 dernières questions pour toi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis, qui te viendrait à l'esprit? Tu te dis, plus jeune, je pensais ça, et là, j'ai réalisé maintenant que... Beaucoup. Ah waouh. Plus jeune, je pensais que j'allais vivre seule comme un loup solitaire à travers le monde. Au Mexique. En faisant des gâteaux ou des... Ouais, même, oui, au Mexique. Et des faritas, visiblement. Voilà. Et en fait, je me rends compte que ma famille, mes amis, c'est ce que j'ai de plus cher. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que j'avais besoin de personne. Et en fait, j'ai tellement besoin d'eux. Super chouette. Alors, la dernière question, pour toi, c'est est-ce que y a un livre, un film, je sais pas, une œuvre d'art peut-être qui à un moment dans ta vie t'a particulièrement touché? Souvent c'est des livres, mais tu vois, que t'as lu et qui t'a peut-être fait réfléchir, qui t'a marqué, qui a été important pour toi à un moment. Et si oui, pourquoi? Et est-ce que tu peux me le citer? Alors, il y en a plusieurs, mais un moment, alors c'est drôle parce que c'est un peu bateau, mais moi c'est un moment où je pense que ça relie la question d'avant d'ailleurs, je pense. J'étais en Australie toute seule, je voyageais en stop. Donc j'ai beaucoup de stops, j'ai fait tout le tour de l'Australie en stop en rencontrant des gens, etc. Et je lisais Into the Wild. Ah, bon timing. C'est ça, je pense que c'était un peu fait exprès. Et en fait, j'étais entourée de gens et j'étais un peu seule et je sais pas, ce livre m'a touchée et c'est là où je pense que c'est ce moment-là d'ailleurs, donc on revient à la question précédente, qui m'a fait rendre compte que finalement j'avais besoin d'eux et que finalement le bonheur seul n'a pas beaucoup de saveur. C'est quand on le partage, complètement d'accord. Ma chère Nina, c'était trop bien, c'était trop bon aussi. Trop bien, merci beaucoup. Alors évidemment, on n'a pas du tout assez parlé de tout, mais on peut retrouver tout ce que tu fais déjà sur tes réseaux sociaux, donc Instagram où tu es très présente, YouTube aussi. On va sur le site internet de la délicatisserie et puis on s'empiffre, bien sûr, de très bonnes choses qui, une fois de temps en temps, en fait, font juste du bien au moral. Et puis sinon, si jamais on veut te contacter, oui, le mieux c'est quoi? C'est peut-être Insta directement? Oui, c'est moi qui les lis. Avec Léla qui m'aide à essayer de voir un maximum, mais on est toutes les deux dessus. Trop chouette. Eh ben, écoute, merci beaucoup. J'étais hyper contente de faire ce rendez-vous avec toi. Ça m'a beaucoup inspirée. Je te remercie pour toute ta spontanéité, ta sincérité. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot pour la fin, un message que tu as envie de faire passer à l'audience? Non, merci à toi et merci pour tous les beaux podcasts que tu fais parce que je me régale à t'écouter.